Bienvenue dans votre émission Laval en 1001 cultures. Dans cette émission, nous recevons deux représentantes de l'AFEAS de Laval, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, Madame Mariette Gilbert. Bonjour Mariette. Et Madame Josiane Grégoire-Lenain. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. On va commencer pour ceux qui nous regarderaient pour la première fois puis qui ne connaissent pas l'AFEAS. C'est quoi l'AFEAS? Alors, l'AFEAS est un organisme, comme son nom l'indique, éducation et action sociale. C'est un organisme de femmes en condition féminine, un organisme de défense des droits. Alors, notre action se situe beaucoup au niveau d'informer les gens, de sensibiliser et d'intervenir auprès des instances décisionnelles, autant municipales, provinciales, fédérales, dans nos milieux et aux divers paliers aussi de l'association, de faire des représentations. Notre objectif, c'est vraiment l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes, une égalité réelle. Et nos membres à travers la province nous signalent les difficultés qui sont vécues par les femmes. On regarde comment on peut intervenir. L'association existe depuis 1966 au niveau provincial et à Laval, ce serait depuis 1973 que l'AFEAS existe. Donc, plus de 50 ans sur le plan provincial, puis plus d'une quarantaine d'années aussi à Laval. Voilà. Madame Gilbert, vous êtes la présidente de la cellule de Laval. Oui. Oui. Et actuellement, on parle du travail invisible. Hein? Donc, vous fêtez la 19e édition cette année. Pourquoi c'est encore opportun de parler du travail invisible? Parce que le travail invisible n'étant pas reconnu, les personnes qui l'effectuent n'ont pas de reconnaissance monétaire, elles n'ont pas de protection et c'est majoritairement effectué encore aujourd'hui par les femmes. Et ça a un effet sur toutes les étapes de leur vie en termes de sécurité économique, d'appauvrissement, et même pour la santé physique et mentale, dans des cas où la charge est très lourde, si on pense aux personnes aidantes, entre autres. Alors, c'est important de faire valoir parce que si les personnes ne font pas ce travail-là, il va falloir que ce soit quelqu'un d'externe qui le fasse. Et cette personne-là va être rémunérée pour le faire. D'accord. Et quand on parle de travail invisible, on parle de quoi, en fait? Est-ce que c'est juste l'aide accompagner un parent qui est malade? Oui, c'est l'aide pour accompagner le parent malade, mais c'est aussi tout ce qui va avec l'aide du parent malade, c'est-à-dire l'emmener à des soins, le superviser, l'aider dans toutes les démarches aussi bien juridiques que sociales. C'est un travail qui est journée après journée, sans aucune valorisation non plus de notre société. Il y a aussi tout le rôle parental. Le rôle parental, quand on a un enfant handicapé vous prend votre vie au complet, plus de vie personnelle, s'occuper de l'enfant, le faire instruire dans les moyens qu'il y a actuellement et qui s'arrêtent à un certain temps. Quand ils arrivent vers 18 ans, on n'a plus les mêmes supports. Travail invisible, c'est un travail de longue haleine et qui vous épuise quand vous êtes parent d'enfants. Mais si aussi c'est un adulte, ça peut être aussi la même chose. La même chose. Mais à part l'accompagnement des parents, mettons les proches aidants, est-ce qu'il y a d'autres aspects du travail invisible qu'on peut mettre en avant? Parce que beaucoup de gens ne savent pas quoi mettre dans le travail invisible. Hein? Alors, le travail invisible, c'est vraiment tout le travail de soins aux enfants et aux personnes en perte d'autonomie. C'est un travail qui n'est pas rémunéré, pas reconnu dans le produit intérieur brut.
c'est différent. Souvent, les gens pensent que c'est le travail au noir. Non. Le travail au noir, c'est un travail rémunéré qu'on fait, on appelle ça en dessous de la table. On ne paie pas... On ne veut pas déclarer des... On ne le déclare pas. Et, on fait des sous, mais en même temps, on n'a pas d'assurance, on n'a pas accès à l'assurance emploi, on n'a pas accès à certains aspects de sécurité sociale. Mais dans le cas du travail invisible, il n'y a vraiment aucune mesure qui protège les personnes qui l'effectuent. C'est-à-dire qu'une personne qui est, mettons, personne aidante, proche aidant, si elle se blesse en s'occupant de la personne aidée, elle va devoir trouver quelqu'un pour s'occuper de cette personne-là. Elle n'a pas d'assurance travail, elle n'a pas d'assurance médicale à son emploi. Toutes les protections qu'on a quand on est sur le marché du travail, il n'y en a aucune de ces protections-là pour les personnes aidantes. Et en plus, elles ne cotisent pas, entre autres, à un régime de pension ou à la régie des rentes. Ce qui fait qu'elles s'appauvrissent tout le long de leur vie et elles appauvrissent aussi leur vieillesse à ce moment-là parce qu'elles n'ont pas accès à des rentes. C'est une des revendications de la FEANS, d'ailleurs, d'avoir une possibilité d'avoir un crédit de rente à la régie des rentes pour reconnaître de façon concrète ce travail-là. La valeur du travail. C'est ça. Puis les quelques crédits d'impôt qui existent sont tellement minimes que c'est pas une vraie reconnaissance. Ça sert à peu près à payer une tasse de café là, quand ils sont remboursables, parce que très souvent, ce sont des crédits non remboursables. Alors, les personnes qui en ont le plus besoin, souvent, c'est des gens qui ont des petits revenus, donc qui ne paient pas d'impôts, qui n'ont pas accès au crédit. Alors, il y a vraiment des inéquités dans le système. Perte de revenus d'un côté, mais apport dans l'économie, parce que c'est des postes ou du travail que si la personne ne le faisait pas, parce que c'est un proche aidant, ça prendrait quelqu'un qui est rémunéré. Donc, quelque part, c'est chiffrable, cette aide-là. Oui, tout à fait. C'est chiffrable et c'est essentiel. La société ne peut pas fonctionner si ce travail-là n'est pas fait. Autant le soin aux enfants que le soin aux personnes malades ou en perte d'autonomie. Si ce travail-là n'est pas fait, la société ne peut pas fonctionner. D'accord. Et cette année, pour la 19e édition du travail invisible, de la journée du travail invisible, vous avez comme thème « Quand le travail invisible devient un sport extrême ». Voilà. Tout un titre là. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce titre-là? Bien, il se cache que des parents on va avoir dans cette journée du 31 mars au Château-Royal à Laval, il va se cacher des parents qui vont venir parler de leur quotidien. Il va se cacher des intervenants de différents milieux, d'enfants handicapés, enfants autistes, jeunes adultes handicapés aussi, que l'on essaye de... avec M. Ossan, qui va se présenter, qui va nous faire une présentation sur le travail que lui fait avec de jeunes adultes de 18 et quelques années plus tard, je pense c'est 25 ans. Ce qui se cache là, c'est qu'essayer de les insérer dans une société qui n'est pas faite pour eux, en fin de compte, parce que un enfant handicapé, c'est pas un enfant qu'on peut installer dans une école normale. C'est un enfant qui doit avoir des soins qui sont très spécifiques. Les gens qui travaillent dans ce milieu-là, ce sont des gens qui sont formés dans toutes les bases de on pourrait dire, au niveau médical. Les orthophonistes, des pédiatres, parce qu'il faut les superviser tout le temps. Il faut que les parents aussi soient présents tout le temps. Puis c'est ce que quand on a fait des rencontres, ce qui nous est dit, c'est que nous, comme parents, on est épuisés. On n'en voit pas le bout parce que les moyens, on manque de moyens.
On manque aussi, quand ils arrivent à l'âge adulte, 18 ans, on manque de d'autres moyens. Ils deviennent adultes, mais ils ne sont pas adultes. Ils sont encore à l'âge d'être un enfant. Okay. Ils ont besoin des mêmes soins qu'un jeune enfant. Fait que cette journée-là, ça va être une journée pour récompenser un peu ces parents-là. D'accord. Avec l'aide des intervenants que nous avons, qui nous ont approchés et invités. D'accord. Vous avez qui comme invité, au fait? Donc, vous allez... expliquez-moi un peu le format. C'est une journée conférence? C'est un déjeuner conférence. Alors, c'est de 9h30 à 12h. Et les gens, maintenant, savent que quand il n'y a pas de choses externes qui nous nuisent, la FEAS est très précise dans ses horaires. Et c'est particulièrement important à cause de la clientèle qu'on veut recevoir cette journée-là. Ça s'adresse quand même à tout le monde parce qu'on veut aussi sensibiliser et voir peut-être des moyens d'action que nous, on pourrait faire pour aider ces gens-là. Mais nos invités vont nous expliquer différentes problématiques. Alors, on va avoir, en même temps que le déjeuner, on va avoir un panel qui va être composé de Nathalie Richard de l'organisme Étoile de Pachot, qui, elle, est mère de David, 13 ans, qui va nous parler de ce que vivent les parents à l'arrivée d'un enfant handicapé et ses premières années de vie. Alors, la conscience que tu prends que tu as un enfant malade, alors apprivoiser tout ce qui vient avec l'arrivée d'un enfant malade. Ensuite, on va avoir Marie-Claude Sénécal, qui, elle, est de l'organisme Parents aidants pour la vie, qui est mère de Joanie, 17 ans. Joanie, qui est pas mal médiatisée, hein? Oui, c'est ça. Alors, elle va parler de la prise de conscience que les parents font à un moment donné que leur enfant malade, en fait, ils deviennent parents proches aidants pour la vie. Là, c'est pas juste d'être face à un enfant malade. Là. Ils prennent conscience de cette réalité-là quand l'enfant arrive à l'âge considéré comme adolescent. Puis les implications, toutes les implications que cette période de transition-là suppose. Puis la transition de l'adolescence aussi à l'âge adulte. Ensuite, on va avoir France Boisclair de l'Association lavalloise des personnes aidantes, qu'on connaît ici beaucoup à Laval aussi, qui est la mère d'Alexandre, un jeune homme de 25 ans. Elle va aborder la prise de conscience d'être un parent qui vieillit et des choix qui en résultent. D'accord. Alors, on se voit, on arrive à la retraite ou vers 70 ans et on a cet enfant-là qui va être un enfant jusqu'à sa mort. Il ne peut pas être autonome. Puis, elle va parler du placement qui doit être envisagé un jour ou l'autre. Pourquoi, quand, comment. Et on va avoir aussi M. Jean-Alexandre Perrault de Stimular. Lui, il va nous parler des types de ressources pour les jeunes de 21 ans et plus. D'accord. Qui sont beaucoup abandonnés par le système. C'est ça. Adultes, voilà. Alors, il va parler de ces réalités-là. Puis, Nathalie, Marie-Claude et France, elles vont aussi aborder les défis logistiques, techniques, bureaucratiques, économiques, professionnels et personnels, selon le groupe d'âge de l'enfant. Parce que ça affecte vraiment tous les aspects de la vie. Et ce que Marie-Claude nous disait, c'est qu'à un moment donné, en fait, de la vie personnelle, t'en as plus. Donc, divers enjeux reliés aux enfants ou aux jeunes adultes handicapés soulevés par leurs parents qui vont être là, puis l'assistance, et ça se passe où encore? OK. Cette matinée-là va être organisée le 31 mars de 9h à midi au Château Royal de Laval. D'accord. Sous le thème « Quand le travail invisible devient un sport extrême et vivre avec un enfant handicapé ». Voilà. Donc, on vous invite, j'imagine, tous les Lavallois à y aller. Tous les Lavallois et Lavalloises, les instances décisionnelles. Et notre objectif, c'est d'offrir le déjeuner gratuitement aux familles d'enfants handicapés. Mais à ce moment-là, il y a un coût pour les autres. Et plus il va y avoir de monde, bien, plus ça va nous permettre, nous, d'offrir le déjeuner
c'est ça, à ces familles-là. C'est une petite reconnaissance qu'on veut faire pour eux, mais on veut vraiment les faire connaître. D'accord. Puis les gens sont invités à aller sur votre page Facebook. Oui, la page Facebook AFEAS de Laval. À vous contacter. Oui. Pour participer à ce souper-là. C'est ça. Il faut réserver le déjeuner pour le 20 mars. D'accord. Une belle action pour la Journée du travail invisible, qu'on espère qu'elle va devenir une journée nationale, une revendication de la FEAS provinciale. C'est ça. D'accord. C'est ça. Merci beaucoup, Mariette. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, c'était très agréable. Merci, Josiane. Merci beaucoup. Pour une première fois. Hein? Oui. Il y en aura beaucoup d'autres, j'espère. Maintenant, on laisse la place à notre chroniqueuse culture, tendance, mode, Myriam Matondo. Alors Myriam, on dit quoi? Si vous arrivez à comprendre ce que je dis, c'est que vous êtes francophone ou francophile. Eh bien, saviez-vous que le mois de mars est le mois de la francophonie? Il y aura les rendez-vous donc de la francophonie qui se tiendront du 1er au 31 mars partout au pays, avec un thème mettant en valeur les langues officielles et les langues premières, en parallèle cette année avec le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles. Donc pour toutes les informations sur les différentes activités près de chez vous, dont des concours grand public, sur les connaissances linguistiques, la dictée, les francostars, des projections même en collaboration avec l'ONF. Pour toutes les informations et activités près de chez vous, dans des concours grand public sur les connaissances linguistiques, des dictées ou des francostars, des projections même en collaboration avec l'ONF, rendez-vous sur rvf.ca. Maintenant, je vais vous parler de théâtre pour le jeune public. Ma petite boule d'amour est un spectacle qui sera présenté à la Maison des Arts de Laval le 10 mars à 11h. C'est une production du théâtre Bouche décousue. Un spectacle qui allie chant et narration autour du thème de l'adoption. Ça parle aussi de la paternité. Donc c'est l'histoire d'un ours brun qui s'ennuie un peu dans sa tanière et qui finit par adopter un petit ourson blanc. Un spectacle pour les 3 ans et plus d'une durée de 45 minutes qui sera suivi d'un atelier d'Alfred. C'est les ateliers que vous pouvez faire en famille après des spectacles ou des expositions où vous avez l'occasion de créer une œuvre avec vos enfants inspirée du spectacle que vous venez de voir. Donc c'est à la Maison des Arts le 10 mars à 11h. 10 mars encore à 19h30, cette fois-ci, il y aura lieu la 3e édition du Gala Dynastie à la Tohu à Montréal pour clore en fait les festivités du mois de l'histoire des Noirs. Donc une organisation de la Fondation Dynastie qui a pour mission principale de faire rayonner l'excellence black du Québec. Au menu, il y aura des spectacles, des hommages et des nominations de personnalités issues des communautés noires du Québec qui gravitent autour des arts, des médias et de la culture dont le travail et les accomplissements méritent d'être connus. Pour toutes les informations, achat de billets, allez-y sur le site internet galadynastie.com. Dans les activités lors du mois de mars, donc la semaine de relâche, vous avez aussi l'occasion d'aller au musée Armand Frappier qui propose en fait des camps pour les enfants, mais aussi des activités autour de la biologie cellulaire, des activités vraiment scientifiques qui peuvent se faire en famille. Donc toute la semaine de la relâche, du 2 au 10 mars, vous avez vraiment tout plein d'activités au musée Armand Frappier de Laval. Donc pour toute information, allez-y sur le site internet du musée Armand Frappier. Dans la deuxième partie de cette émission, avec nous, la designer Shirlette Ella Oyono, la femme derrière la marque Sela Mcha Mode. Bonjour Shirlette. Bonjour Cathy. C'est un plaisir de t'accueillir. Pareillement. Voilà, on aimerait savoir d'abord, c'est qui ce petit bout de femme derrière ces belles créations? Je commencerai par dire ce petit bout de femme est d'abord une femme persévérante qui vient d'Afrique, du Gabon en particulier, et qui a atterri à Montréal au Canada à un certain 2004, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est ça, c'est moi, c'est la Mode Mcha. Voilà, originaire du Gabon. Oui. Du Gabon, styliste. Comment vous êtes arrivée à la mode? Est-ce que c'était un rêve d'enfant?
Non, ça n'a jamais été un rêve d'enfant. Je suis arrivée là, je pourrais dire par hasard. Il est arrivé une situation dans ma vie, la perte de ma mère. Et c'est comme ça qu'un oncle a décidé qu'il fallait que j'aille apprendre à coudre. Ça n'a pas été un plaisir pour moi au départ. Et puis, j'ai commencé par la couture infantile chez des sœurs salésiennes, si j'ai bonne mémoire, à Libreville au Gabon, où j'ai commencé par la couture infantile. Je suis sortie de là avec une attestation. Et ensuite, j'ai continué chez un tailleur que je remercie énormément aujourd'hui parce que grâce à lui, je peux faire ce que je fais aujourd'hui. Le monsieur, il s'appelle monsieur Kéla Jean-Marie, originaire du Cameroun. Donc, c'est lui qui m'a formée. Et ce, jusqu'au dernier jour, avant de prendre l'avion pour le Canada, j'étais toujours en train de coudre. Ah oui, oui. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose que vous avez fait très, très jeune. Oui. Voilà. On aime bien mettre des labels, hein, des étiquettes sur les gens et même sur les créations. On parle de designers ethniques, de mode africaine, de mode européenne. Est-ce que ces labels existent vraiment? Est-ce que vous en êtes une ou vous les revendiquez toutes? Je pourrais dire, je vais être assez gourmande ou audacieuse. Je vais toutes les revendiquer parce que je pense que de chacun d'entre eux, nous formons ce qu'on appelle la mode aujourd'hui. Et je pense que partir d'une création, chaque designer s'inspire de chacun. Donc, ça peut être américain, africain ou peu importe. On fait toute une collectivité pour en sortir un seul morceau de notre imagination. C'est-à-dire, on s'inspire de quelqu'un pour sortir la nôtre. C'est comme ça que je pourrais dire, je me considère dans cela. Dans cela. Donc, tu revendiques tous les labels africains, ethniques, européennes. Tu fais de la mode européenne et tout. Et parlant d'inspiration, qu'est-ce qui t'inspire, toi? Ce qui m'inspire d'ailleurs, c'est, je vais repartir plus en arrière. On va voir aujourd'hui que la mode à l'ancien temps de nos grands-parents revient aujourd'hui, comme ce que je porte, par exemple. Je m'inspire de ce qui est passé, je m'inspire de maintenant et je m'inspire d'autres créateurs aussi. Et je vais aussi beaucoup plus sur des catalogues. Ah, les autres créateurs, on peut savoir? Hein? Les autres créateurs, est-ce qu'on va... Je ne vais pas comme reciter les mêmes noms mais il y en a déjà un qui sort du lot. Je vais partir chez nous, je vais regarder Alfadi. Ah oui. Donc, voir que ces personnes-là travaillent et que nous aussi, on est capable de nous inspirer d'eux et de partir, étant donné qu'on reste toujours dans notre cadre du mois de l'histoire des Noirs, pour ressortir ceux-là qui nous inspirent. C'est ça. Parlant de l'histoire des Noirs et de culture africaine, en fait, quand on revient à la mode, qu'est-ce qui différencie la mode africaine, dite africaine, des autres modes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui la caractérise en général? Je vais commencer par la qualité de nos tissus, les couleurs. C'est-à-dire, on reconnaît la mode africaine déjà par nos couleurs. On est comme très coloré. Moi, j'appelle ça un style qui est bon pour le moral. C'est-à-dire, peu importe le climat dans lequel on se trouve. Et aussi les modèles, les créations qui sortent de là. C'est-à-dire des créations, on ne va pas dire assez extravagantes, mais qui sont classe, chic et je vais dire sympa à porter. Donc, je pense que c'est ce qui ressort de nous, nos créations à nous et de la qualité de nos tissus. D'accord. Et ça vient casser quand même l'image du boubou africain. Hein? Les gens pensent que quand on parle de mode africaine, c'est souvent un boubou. Je vois que tu portes un corsage que tu as fait, j'imagine. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde pourrait porter? Oui, tout le monde pourrait le porter. D'ailleurs, tel que je suis vêtue aujourd'hui, j'aurais pu porter le top avec une jupe de la même couleur, mais j'ai décidé de porter une jupe noire pour montrer aux gens que quand on parle de vêtements africains, ce n'est pas des costumes. Parce qu'habituellement, quand tu dis j'ai porté un tailleur africain, quelqu'un va te dire tu portes un costume africain. Non, c'est des vêtements comme on s'en va dans un magasin acheter un vêtement. Ce n'est pas des costumes traditionnels, mais c'est des vêtements qu'on peut porter partout ailleurs. Tel que je suis habillée aujourd'hui, un Chinois peut s'habiller pareil, un Québécois pareil, un Latino. De partout, les gens sont capables de se vêtir dans nos vêtements et d'être très bien habillés aussi. Et quels sont les principaux défis, donc, quand on est designer en général, puis quand on est designer qui fait des morceaux africains?
Le défi, est-ce que je pourrais appeler ça un défi? Je pense que ça serait un appel à tous. Moi, je n'appellerais pas ça un défi. Parce que quand on est designer, on est prêt à habiller tout le monde. C'est-à-dire d'aller chercher l'originalité pour pouvoir attirer ces personnes-là, à les inviter à porter nos créatures, nos créations, pas nos créatures, nos créations. Donc, moi, je dirais le défi, est-ce que ça serait comme rester dans ce que nous faisons ou d'essayer d'aller chercher d'autres personnes pour les emmener à connaître ce que nous avons? Il ne faudrait pas qu'on le considère comme étant qu'un créateur ou un designer africain est dans un défi. Un créateur ou un designer africain est cette personne-là qui est appelée à faire valoriser déjà sa culture. Quand je parle de culture, je vais parler de notre tissu, de voir comment est-ce qu'on pourrait l'apporter à d'autres personnes pour qu'ils se retrouvent là-dedans. Comment est-ce qu'on pourrait les emmener à les porter et se sentir bien habillés au travail, dans une soirée cocktail ou au colloque, comme on était la dernière fois, ou à la conférence aussi, de voir que des gens arrivent qui soient habillés pour tout événement. Moi, je pense que c'est ça. Si je peux appeler ça un défi, c'est ça. Emmener les gens à porter nos vêtements pour qu'ils se sentent bien dans tout genre d'événements, ainsi qu'au travail. D'accord. Quand vous parlez de nos vêtements, on parle aussi des matériaux utilisés. Oui. Hein? Qu'est-ce que vous utilisez, vous, dans vos créations C'est la moderne, cher? Moi, je dirais que mes créations sont déjà multiethniques. Voilà pourquoi je dis, pour moi, si on parle de défis, moi, je vais oser aller chercher ces personnes. J'utilise du coton, du pagne, comme on l'appelle chez nous, le pagne africain, le pagne imprimé, que je vais de temps en temps mixer avec d'autres tissus. Ça peut être du satin. Et je laisse aussi libre expression aux clientes qui viennent me voir pour dire, ben moi, j'aimerais ça avoir une touche différente de ce que je vois déjà en magasin. Donc, c'est ça, j'utilise le matériel comme tout le monde. Ça peut être un tissu qui vient de chez nous, qu'on appelle le pagne, ou c'est du coton. Pour certains, il faudrait qu'ils sachent que c'est du 100% coton, mais avec des imprimés qui sont dites africains. Et des projets, pour finir, des projets, et où on peut trouver tes créations? Des projets, j'en ai plein. Ben, je pense que le projet sur lequel je travaille présentement, c'est de mettre une boutique en ligne pour que les gens puissent se procurer des vêtements. Parce que présentement, mon atelier se trouve chez moi et je travaille beaucoup plus sur commande parce que je fais du sur-mesure aussi. Donc, mon plus gros projet actuel, c'est d'avoir une boutique en ligne où les gens pourraient se procurer mes créations. Merci beaucoup, Shirley. Merci à vous. Voilà, on invite les gens à aller visiter ta page Facebook. Il y a tous tes contacts pour se commander les beaux morceaux de Sheila ou voir en tout cas ce qu'elle fait. Merci à vous qui nous suivez, puis on vous dit à la semaine prochaine.